Donc, petit rappel, effectivement, pour les personnes qui sont relativement nouveaux sur l'exercice de voie de pionnier, hein, sur quelle est l'intention, hein. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir écouter le témoignage, donc la voix, mais aussi les voix qui ont été prises et choisies par des dirigeants d'entreprise. Et puis, au-delà de ça, c'est effectivement, puisqu'on a quand même depuis quelques sessions maintenant un noyau dur de fidèles, de créer un collectif pour réfléchir et agir ensemble dans la diffusion de ce nouveau modèle économique. Donc, ça s'inscrit, vous l'avez aussi bien intégré, dans une montée en compréhension et en compétence sur le sujet de l'économie de la fonctionnalité. Donc, Voie de pionnier est vraiment la première phase qui permet, au travers justement d'illustrations d'entreprises, de comprendre un petit peu plus ce qu'il en est pour pouvoir après aller un petit peu plus loin jusqu'à potentiellement le pratiquer et l'intégrer dans son propre modèle économique chez les acteurs des entreprises. Donc, on a eu jusqu'à présent, il n'a pas changé, d'accord, quand tu veux. Hop. Donc, pour rappel aussi, on a eu quelques témoins depuis, aujourd'hui, c'est notre 16e épisode, hein, quand on s'est lancé en décembre 2020. Donc, on a à la fois eu des témoins sur notre propre région. Le dernier témoin, avant Laurent qui est là aujourd'hui, c'était donc Céline Troussard de Nao sur notre région. Et puis, c'est aussi important pour nous d'aller chercher des dirigeants d'entreprises dans d'autres territoires pour se nourrir et montrer que c'est vraiment un mouvement de fond dans lequel plusieurs dirigeants se sont lancés ou se lancent au niveau national. L'idée derrière, c'est effectivement de sortir du modèle qualifié d'industriel dominant, où on est basé sur une logique de volume. Pour que les entreprises survivent, elles doivent vendre de plus en plus, à une dynamique plutôt servicielle avec une dimension territoriale et de s'engager dans cette trajectoire en comprenant qu'il n'y a pas une façon unique de le faire, mais plusieurs, notamment 4 axes dans lesquels une entreprise peut choisir d'aller plutôt vers un axe qu'un autre. Et donc, un des axes, c'est les ressources immatérielles. Donc, on a déjà évoqué précédemment sur la précédente session avec Nao. Donc, pour rappel, hein, les 4 ressources immatérielles propres à l'économie de la fonctionnalité, c'est la confiance, les compétences, la pertinence et l'engagement, avec l'idée que ces ressources immatérielles, elles sont interdépendantes et indissociables les unes des autres. Et on va vraiment le voir aujourd'hui avec l'exemple de Laurent, qui lui est parti d'un socle principal, qui est la confiance, avec un effet de réorganisation de l'entreprise et donc une évolution du travail de chacun des collaborateurs au sein de l'entreprise. Donc, notre témoin du jour, je vous le présente avant de lui laisser la parole. Donc, Laurent est à l'origine ingénieur en arts et métiers avec une expérience professionnelle assez diverse, puisqu'il a commencé dans un bureau d'études dans l'automobile, puis à une fonction de directeur industriel dans une entreprise qui fait des mélangeurs industriels. Et puis, il a une petite expérience de 15 mois. Les 2 expériences précédentes étaient plutôt dans des structures de taille moyenne. Et il a une expérience qui a duré 15 mois dans un grand groupe de plusieurs milliers de personnes, je crois, vous m'aviez dit, hein, Laurent, et où vous étiez responsable d'une business unit. Et là, vous avez découvert un monde qui finalement ne correspondait pas à ce que vous aviez vécu avant et surtout ne correspondait pas à ce qui était important pour vous, puisqu'effectivement, on vous demandait de faire du reporting. La notion de confiance, elle n'était pas réellement une réalité dans cette entreprise. Donc, vous avez choisi de quitter cette structure et vous avez intégré en 2013 donc l'entreprise Martin Technologies en tant que directeur général. Et on va justement évoquer avec vous, à partir du moment où vous êtes arrivé à l'entreprise, ce qui s'est passé et ce que vous avez fait avec la présidence de cette entreprise. Donc, Martin Technologies, c'est une entreprise qui est près d'Angers, qui est une entreprise familiale, puisque c'est la 4e génération aujourd'hui qui est à la direction de l'entreprise, donc une entreprise qui a été créée en 1929, qui totalise aujourd'hui une centaine de personnes. Je ne me rappelle plus du chiffre d'affaires, Laurent. 8 millions d'euros. Voilà, donc 8 millions d'euros, avec un métier sur le marquage industriel, sur métal, plastique et tout ce qui est face avant, que l'on va trouver sur des automates. Si vous allez, par exemple, laver votre voiture dans un centre de lavage auto, les bornes, il y a des faces avant qui sont en plastique ou en membrane et c'est ce genre de matériel
que produit et propose Martin Technologies. Et puis, il y a une nouvelle activité qui a un nom aujourd'hui qui s'appelle Organise, et on y viendra puisque c'est effectivement issu de tout ce que vous avez mis en place, qui finalement se base sur ce que vous avez mis en place dans l'entreprise et qui est une nouvelle activité de service orientée vers des acteurs de l'économie et des entreprises qui ne sont pas forcément et assez rarement vos clients en fait. Donc une nouvelle clientèle avec une nouvelle activité de diversification. Voilà grosso modo. Donc je vais quitter la présentation. Ce qu'on propose sur les règles, comme d'habitude, mais je pense que là, ça y est, vous l'avez tous fait, couper les caméras et vos micros. Et on va donc rentrer dans cet échange avec Laurent. Vous pouvez bien sûr faire des commentaires sur le côté, puisqu'on aura l'occasion de vous donner la parole de façon régulière. Et on fera une petite synthèse de tout ce qu'on aura échangé avec Laurent en fin de session. Donc moi, la première question, Laurent, déjà merci de nous accorder du temps et d'échanger avec nous sur votre expérience. La toute première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui a été le déclencheur de la transformation de votre entreprise? Et puis, comment vous y êtes pris, quoi? Quelle a été la première action que vous avez menée? Bonjour à tous. Alors, pour répondre à votre question, l'élément déclencheur de tout ce qui s'est passé chez nous depuis 2013, en fait, c'est quelque chose d'hyper classique dans l'industrie. C'est tout simplement le manque de performance de l'entreprise. Donc, le point de départ, c'est un manque de performance récurrent de l'entreprise depuis quasiment 10 ans, en fait. Ça a été fortement impacté par la crise 2008-2009. Donc, on avait un chiffre d'affaires qui ne se développait pas, difficulté à fidéliser nos clients, on avait même plutôt tendance à les perdre. Et des résultats qui, quand on en faisait la somme, donnaient à peu près 0 sur 10 ans. Donc, quand on est sur une entreprise qui, à l'époque, avait 80 ans, on se dit que ça ne va pas pouvoir durer encore comme ça, sachant que le projet familial, c'est vraiment cette transmission de génération en génération. Donc, on est sur une projection sur le temps long. Et donc, lors de mon arrivée, Gwendal, mon président, donc, qui était directeur général et son père était président. Donc, moi, je suis le premier DG qui ne soit pas de la famille. Donc, c'est un changement déjà dans la gouvernance de l'entreprise de la part de notre président, de décider de rentrer un DG de l'extérieur. Et donc là, il me partage un livre de Jean-François Zobrist qui raconte l'histoire de Favie. Et puis il me dit, tiens, tu me dis ce que tu en penses. Donc, ce n'est pas du tout un sujet qu'on avait évoqué ensemble lors du processus de recrutement. Et en fait, on fait tous les deux le constat. Donc, à l'issue de cette lecture, moi, je dis, c'est juste génial, j'adhère à fond, etc. Et qu'est-ce qui nous a mené en fait sur ces réflexions sur la gouvernance et sur l'approche managériale peut-être différente pour l'entreprise? C'est qu'on faisait toujours plus de la même chose. Donc, on essayait toujours d'aller plus vite au niveau de la production pour sortir dans les délais. On appliquait toujours les mêmes méthodes, mais avec une intensité qui augmentait. Donc, un stress et une pression qu'on mettait sur le système qui augmentait aussi. Et la réflexion que l'on mène à partir de 2013, donc moi j'arrive en 2013, finalement nous amène assez rapidement sur le fait que le problème de performance de l'entreprise est très lié au niveau d'engagement de nos collaborateurs. C'est que le fond de tout ça, c'est qu'on a beau mettre de la pression dans le système, on a beau contraindre les équipes, elles ne bossent pas plus vite, elles ne bossent pas mieux, limite même la qualité s'en ressent. Le stress est important, les gens sont désengagés, démotivés complètement, alors qu'on a une fidélité très importante à l'entreprise. L'ancienneté moyenne a été à 17-18 ans à cette époque-là. Donc, on se dit, les gens sont attachés à l'entreprise. Alors, une petite information importante, nous sommes situés à 25 km d'Angers en pleine campagne. Donc, quelqu'un qui travaille chez Martin Technologies depuis 10, 15 ou 20 ans, en fait, s'il veut quitter l'entreprise, il doit aller travailler 20 ou 30 km plus loin. Donc, son projet de vie change, en fait. Donc, on avait une fidélité à l'entreprise, mais qui était une fidélité plutôt logistique, géographique, que réellement sur le projet de l'entreprise. Et donc, à cette époque-là, voilà, on identifie qu'il y a quelque chose à faire,
mais que le quelque chose à faire, il va être plutôt autour des équipes et autour de l'humain. Comment on peut gagner la confiance de nos équipes, comment on peut aller chercher plus de motivation, plus d'engagement. Alors, sans savoir comment on allait faire, hein. Mais voilà, le constat qu'on fait, c'est que c'est à ce niveau-là qu'il faut que quelque chose se passe. Et donc, en 2013, voilà, avec Gwendal, on enclenche cette réflexion-là en explorant, en allant rencontrer des dirigeants, beaucoup de lectures, hein, les histoires de Favi, de Chronoflex, Bretagne Atelier aussi nous a beaucoup inspiré. Parce qu'elle a une particularité, c'est que 80% de ses collaborateurs sont en situation de handicap. Et que moi, quand je suis arrivé, donc on fonctionnait avec un comité de direction, et le comité de direction dans lequel on était arrêtait pas de dire en réunion de CODIR que de toute façon, avec les équipes qu'on avait, on ne pouvait pas y arriver. Parce que voilà, ils n'étaient pas dignes de confiance, et puis ils ne savaient pas faire, puis on n'avait pas de bol, nous, on n'avait vraiment pas les bons. Et en allant chez Bretagne Atelier, quand vous voyez des équipes avec des handicaps importants et qui sont en train de se gérer elles-mêmes, de s'organiser et d'arriver à des niveaux de performance quand vous servez les usines Peugeot en flux synchrone, c'est-à-dire que vous alimentez en live les lignes de production, en termes de stress client, c'est dur de faire pire en fait. Et on les voit apaisés, ça fonctionne, ça. Donc moi, ça m'interpelle beaucoup. Et puis, quand on fait le débrief avec l'ensemble du comité de direction, ah bah oui, mais avec les gens qu'ils ont, je dis, mais non, mais enfin, je crois qu'on n'a pas compris. Ce n'est pas une question de personne, là. C'est la façon dont l'entreprise est pilotée, dont l'entreprise est dirigée, managée, accompagnée. Le rôle du CODIR chez Bretagne Atelier, c'est d'encourager les équipes. Ce n'est pas de les relever de compteur et puis de noter ce qui va, ce qui ne va pas. Donc ça, voilà, c'est resté dans un coin de notre tête à Gwendal et moi. Une étape importante, en 2014, je fais rentrer un nouveau directeur industriel, Stéphane Cazoula, mon bras droit, qui m'accompagne en fait dans toute la phase de transfo. Donc c'est véritablement après nous deux qui avons pris le projet d'évolution de l'entreprise. Et donc Donc, on a une phase de réflexion qui dure assez longtemps, hein. Les dirigeants, ça ne réfléchit pas vite. Donc, du coup, on prend 2 ans de réflexion, de travail sur soi. Donc, ça a été vraiment une étape importante aussi. Ça a été un moment de se projeter sur un modèle dans lequel, et ça par nos lectures et les échanges qu'on avait, on comprenait qu'on allait potentiellement perdre la main sur ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, pouvoir influencer l'entreprise, mais plus la diriger comme un capitaine qui tient la barre et qui dit barre à droite, barre à gauche. Voilà, on allait vers un projet où la barre est tenue par plusieurs personnes et potentiellement, des fois, ce n'est pas tout à fait la direction qu'on aurait souhaité, mais c'est une direction qui est conforme avec la vision, la projection qu'on peut avoir de l'entreprise tout de même. Et donc, on réfléchit, on commence à travailler sur soi. Et puis, en 2015, on décide de lancer un projet où on part notre problème majeur à l'époque, purement technique, purement industriel, c'est les délais, c'est la livraison de nos produits aux clients. Donc, on décide de faire une VSM. Alors, pour ceux qui sont dans l'industrie, ça va parler. Pour les autres, peut-être un peu moins. En fait, c'est juste on cartographie un flux de l'entrée de la commande client jusqu'à la livraison chez le client. Et on regarde toutes les étapes qui se passent sur cette étape-là. Et pour faire ce travail-là, donc là, on constitue une équipe. Et un des premiers points importants, alors on s'en est rendu compte après, hein, tout ce que je vais vous raconter, on a identifié les étapes une fois qu'on les avait franchies. On n'avait pas de plan à 5 ans en vue. Ça s'est vraiment fait au fil de l'eau. Et donc, c'est le premier projet dans lequel on retirait tous les membres du CODIR de l'équipe projet. Donc, on a fait une équipe projet qu'avec des collaborateurs. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y avait un membre du comité de direction, c'était Stéphane, mais qui venait tout juste de nous rejoindre, donc qui n'était pas formaté par le fonctionnement de l'entreprise, les a priori sur les uns les autres, etc. Donc, on fait cette cartographie. Il y a une douzaine de projets qui en sortent, 11 projets industriels sur la qualité, sur les machines, sur la maintenance. Et un projet sort particulièrement, c'est un projet autour du management visuel de la performance.
on était accompagné d'un cabinet pour faire cette fameuse VSM. Et ce cabinet-là, lui, sa méthode de travail est autour du management visuel. Et on s'est rendu compte que là, on avait un projet qui touchait à la culture de l'entreprise. C'était mettre en place des rituels sur lesquels les équipes allaient interagir, partager sur l'activité de la veille, ce qui a été, ce qui n'a pas été, etc. Et nous, on s'est dit, banco, on y va, ce projet-là nous parle, c'est une approche différente de ce qu'on a fait, donc ça, on ne l'a pas testé, donc peut-être que ça marchera. Et on décide d'engager un projet autour du management visuel avec un élément fort en fait, qu'on avait à l'époque, dont on avait pris conscience, c'est que la valeur ajoutée de l'entreprise était créée par nos opérateurs de production. Donc, c'est autour des équipes de production qu'il fallait qu'on concentre l'énergie, qu'on concentre les capacités de réflexion, les moyens, etc. Ce qui n'était pas le cas jusque-là. Jusque-là, c'était les fonctions support qui drivaient le business chez nous. Donc, la supply chain, l'informatique, la compta, qui disaient aux équipes de prod et au commerce comment ça devait fonctionner. Et même quels devaient être les délais de livraison des pièces. La production n'avait pas vraiment son mot à dire là-dessus, même si, accessoirement, c'est juste eux qui fabriquaient les pièces. Donc, ce projet de management visuel et tous les rituels qui en ont découlé nous ont amenés à organiser l'entreprise petit à petit autour des équipes qui créent la valeur et qui font les produits qu'on vend vraiment à nos clients, quoi. Oui, donc dans cette première étape, il y a eu déjà d'enclencher le changement. Et du coup, quels ont été finalement les premiers constats, les premiers enseignements de cette étape? Parce que vous êtes allé plus loin après, mais déjà là, vous avez évoqué certains éléments, c'est-à-dire le codir qu'il fallait un peu challenger. Et qu'est-ce qui, sur cette première version, vous avez eu comme retour ou comme Bah, enseignement déjà? là, ça nous a vraiment permis d'évaluer la capacité de notre codir à se projeter sur un futur un peu différent, puisque forcément, dans cette projection-là, plus les visites, puisque au départ, donc Gwenaëlle et moi, puis Stéphane, on va se nourrir à l'extérieur, et après, on amène notre codir à faire exactement la même chose avec nous, puisque l'idée, c'est que c'est qu'ils voient une projection de ce qu'on pourrait devenir, en fait. Mmh. Et là, on a des retours extrêmement positifs, quoi. Des membres qui disent « mais c'est génial, c'est exactement ça qu'il faut faire, j'adhère à fond ». La réunion se termine, 5 minutes après, ils envoient un mail à leur équipe et ils sont en train de les emplafonner sur un sujet technique où ça ne s'est pas passé tout à fait comme eux l'avaient prévu, ou alors une équipe totale qui prend un recadrage un peu musclé parce que le responsable en question vient d'apprendre par le codir une information qu'il aurait préféré savoir avant, quoi. Donc, on avait véritablement la tête qui disait oui et en fait le cœur et les tripes qui disaient non. Et ça, on a mis beaucoup de temps à l'identifier. Donc, cette première phase nous a aidé à ça, en fait, à cerner qui pouvait adhérer au projet, en tout cas, qui avait une envie de se mettre un peu en danger ou sortir de sa zone de confort, parce que clairement, c'est une vraie sortie de la zone de confort, pour un futur peut-être différent. Donc ça a vraiment été une première phase. Et puis, ce qu'on a pu observer aussi, c'est que côté équipe de production, on commençait à entendre depuis le temps qu'on donnait des idées, que de toute façon, il ne les donnait plus d'ailleurs. Ce qu'on sait pertinemment, c'est que c'est celui qui fait qui sait. Donc, du coup, quand il a une problématique, c'est toujours le mieux placé pour savoir comment résoudre sa problématique. Sauf que quand, pendant plusieurs décennies, vous dites à vos équipes « Non, mais c'est le job des méthodes ou c'est le job de je ne sais quelle fonction de réfléchir à ça. Toi, tu sors des pièces et on va réfléchir pendant ce temps-là. Mais voilà, tu sors des pièces parce que sinon, on ne livrera pas les clients dans les temps. » Donc, le premier changement, ça a été ça, c'est de commencer véritablement à écouter nos équipes, de travailler aussi sur la résolution. Alors, ça ne va pas être péjoratif ce que je vais dire, mais de petits problèmes. Voilà, en tant que comité de direction ou dirigeant, c'est des sujets sur lesquels nous, on ne s'attardait même pas, quoi. C'est non, mais déplacer la desserte ou tourner la machine de 45 degrés parce que par rapport à la lumière, c'est mieux. Bon, on a d'autres sujets plus importants que ça à traiter. Sauf qu'au quotidien, la personne qui est sur la machine, qui est mal orientée et qui a le reflet, parce que nous, on travaille du métal brillant,
et qu'elle reflet du soleil à chaque fois qu'il lui arrive dans la figure, c'est juste insupportable. Et ça, elle le vit 7 heures par jour, hein. Donc, cette approche avec le management visuel nous a mis en phase de traiter tous ces cailloux que chacun avait dans les chaussures et donc de gagner progressivement la confiance, en tout cas d'une partie de nos collaborateurs. Donc ça a été vraiment une étape. On a commencé à montrer qu'on voulait réellement écouter les gens, qu'on du coup mettait des moyens humains, temporels pour aller résoudre leurs problématiques. En 2015, c'est nous qui résolvons leurs problématiques. On verra par le futur qu'après, voilà, cette approche évolue. Donc là, on commence à regagner la confiance de nos équipes. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans l'approche sur la confiance. Je crois beaucoup dans une chose, c'est que la confiance, c'est a priori. Donc, je fais confiance d'entrée de jeu. Un nouveau collaborateur qui nous rejoint, je lui fais confiance à 100%. Après, forcément, en fonction des attitudes, des comportements, la confiance peut se perdre et ensuite, il faut la regagner. Par contre, en tant que manager et dirigeant, la situation n'est pas la même. Nous, on doit gagner la confiance de nos équipes parce qu'on ne l'a pas a priori du tout. Parce qu'il y a voilà, toutes les histoires, le passé et puis l'éducation, hein, clairement. L'éducation familiale, scolaire, ne nous apprend pas à faire confiance aux profs, aux instituts qui sont là juste pour nous juger et nous évaluer. Donc, on rentre dans une phase où nous, petit à petit, on se dit il va falloir qu'on gagne la confiance de nos équipes pour qu'ils aient envie de nous suivre tout simplement, et que peut-être un jour, si on a une idée, ils se disent banco, on y va. Et justement, dans cet exercice, là, ce que vous m'aviez évoqué, c'est que effectivement, ça a commencé à bouger. Il y a eu des résultats, mais pas le premier retour d'expérience, pas aussi satisfaisant que vous l'imaginiez. Et ce que Ouais. vous avez notamment reconsidéré, c'est de réintégrer les fonctions support. Parce que là, effectivement, la production reprenait un rôle qui était le sien. Mais du coup, il y avait un décalage entre ce que vous disiez tout à l'heure, hein, les fonctions support qui drivaient la production. Là, la production reprenait du rôle, mais du coup, les fonctions support étaient mises de côté. Donc là, vous avez réinjecté, en tout cas, la possibilité des fonctions support de participer à ces rituels pour aussi Ouais, tout à fait. apporter encore une vision encore plus systémique et plus globale. C'est ça. On s'est rendu compte que notre système avait ses limites. Alors, c'est un consultant, hein, c'est un consultant en performance industrielle qui est venu nous visiter. Nous, on était super fiers de ce qu'on avait mis en place. Et puis, au bout d'un quart d'heure, il nous a démonté la maison. Il nous a dit, non, mais les gars, vous n'y arriverez jamais. Vous avez des indicateurs dans le rouge. Il n'y a pas de plan d'action. Comment vous traitez les sujets? En fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, on avait sorti les fonctions support du système, du flux avec les équipes de production. Et que bien souvent, alors nous, les fonctions support, c'est les achats, c'est la maintenance, c'est l'informatique, c'est la sécurité, l'environnement, la compta, etc. Et on s'est dit, ouais, mais pour déplacer une machine, il faut des équipes de maintenance parce qu'il y a des énergies à déplacer, parce que peut-être qu'on est sur une machine qui pèse 1 tonne 2 et qu'il va falloir la déplacer, que ce n'est pas si simple que ça. Et donc là, on a fait évoluer notre système pour venir mettre les équipes support sur les rituels avec les équipes de production. Et du coup, les faire traiter en direct sans que ça passe par les managers. Donc là, les équipes support exprimaient leurs besoins. Et puis, le technicien maintenance qui était présent sur le rituel ou l'informaticien qui était là, OK, je vais prendre telle ou telle action en charge. Et puis, je vous le fais pour tel jour. Donc, on a commencé à avoir des engagements pris entre les fonctions et faire évoluer ces fonctions support véritablement en support. Ils n'étaient pas là pour dire comment le système devait fonctionner. Ils étaient là pour adapter le système pour qu'on mette nos équipes de production dans les meilleures conditions de travail possible. Oui, donc c'était vraiment un premier pas vers ce qu'on définit comme étant la coopération, c'est-à-dire comprendre les contraintes des uns et des autres et faire un effort l'un vers l'autre pour que tout se passe bien au final pour tout le monde, quoi. Tout Et à au fait. bénéfice du client et donc de l'entreprise et donc du métier des uns et des autres, quoi. Donc effectivement, là, c'était vraiment déjà le premier pas vers cette coopération. Et on travaille du coup les notions de confiance mutuelle. Tout à l'heure, je parlais Mmh. pour les managers, le côté il faut gagner la confiance, mais en fait, c'était pareil entre les fonctions. C'est sûr. Forcément, quand pendant des années, vous demandez à l'informatique de déplacer ou de mettre une tablette parce qu'elle est trop loin et que l'informatique vous dit non, mais la tablette, elle coûte 400 €, tout ça pour faire 5 mètres de moins, franchement, ouais, sauf que 5 mètres de moins, il faut 10 allers-retours dans la journée, ça commence à faire un peu. Et puis pendant ce temps-là, on leur demande de produire le plus vite possible. Donc, non, il y a un truc qui n'est pas cohérent. Mmh. Donc, du coup, on avait aussi beaucoup de défiance entre les fonctions. Ouais.
Donc, c'était l'occasion de les faire travailler ensemble. Alors, quelquefois, moi, j'ai entendu ma comptable qui disait, mais je vais sur les rituels, ça ne sert à rien, quoi. J'ai rien à dire, on ne me pose pas de questions. Je dis, ouais, mais tu es avec les gens, tu es avec les équipes, tu vois ce qui se passe, tu vois l'énergie. Au lieu de dire que nos équipes, elles n'ont pas envie, de toute façon, elles ne font pas les efforts, c'est l'occasion de se rendre compte que ce n'est pas la réalité des faits. Mais que, voilà, comme tout le monde, on est face à des difficultés et puis qu'on ne sait pas toujours les résoudre. Oui, c'est aussi l'idée quelque part de reconnaître les efforts, même s'ils ne portent pas les fruits qu'on souhaiterait ou qu'on attend, mais au moins déjà une première étape par la présence de dire: «Bah oui, je reconnais le travail et les efforts qui sont produits» et du coup effectivement, bah, il y a une implication, il y a une confiance entre les parties prenantes qui est renforcée forcément. Voilà, en tout cas, qui commence à se construire. Avec les Mmh, mmh, personnes en place, bon, on n'a jamais mmh. réussi à la construire et puis ça a amené à quelques mouvements vers Oui, l'extérieur. bah oui, forcément. Et donc là, vous avez choisi d'aller finalement encore plus loin en fin 2016, une deuxième étape encore un peu plus, Ouais, c'est ça, c'est que alors nous, ce qu'on fait beaucoup depuis 2014, on fait ce qu'on appelle des rétex, des retours mmh, d'expérience ou des baromètres sociaux, ça dépend de la thématique, mais en tout cas, voilà, à chaque fois qu'on franchit une étape importante, on fait un retour d'expérience avec les équipes concernées pour savoir ce qui fonctionne bien, ce qui a changé, ce qui est bien, ce qui a changé et qui n'est pas bien, parce qu'avant c'était mieux. Euh, donc voilà, on s'arrête, on fait toujours un petit temps d'arrêt et puis on vient se questionner sur voilà, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui va bien. Ce questionnaire-là nous amène qu'on a toujours un fort cloisonnement entre les fonctions quand même, et notamment entre la direction, le comité de direction et le reste des équipes. Et puis, on a aussi, on prend conscience que la culture client n'existe pas dans l'entreprise. C'est qu'on a donné beaucoup plus de pouvoir aux équipes de production, mais ils fabriquent des pièces. mmh. Voilà, ils fabriquent des pièces et puis c'est tout, quoi. Et après, le client, bah, il s'en préoccupe pas trop. Donc, on se dit, il y a quelque chose autour de la culture. En fait, le client est trop loin des équipes, alors qu'en réalité, celui qui fabrique la pièce, c'est peut-être avec les commerciaux, celui qui est le plus près du client. Parce que finalement, l'interface qu'il va y avoir, bah, c'est le produit ou le service qu'on va livrer. Et donc là, on a eu une réflexion sur comment on peut rapprocher le client de l'ensemble de nos équipes euh, et apporter de l'agilité pour répondre au mieux à ces clients-là. Et donc là, fin 2016, effectivement, on décide de repenser l'ensemble de notre organisation. Alors, parce qu'on avait vu des modèles autour des UAP, des unités autonomes de production, dans une entreprise agroalimentaire, Alpina Savoie, et qu'on était allé visiter avec Wendell. Et puis, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose d'intéressant parce que déjà, nous, de par nos produits, on a une diversité de produits qui fait qu'on avait un même flux pour faire passer une étiquette plastique et un clavier à membrane qui a 22 opérations alors que l'autre en a 4, quoi. Donc, les délais étaient les mêmes, etc. Et donc, là, on décide d'engager un projet d'entreprise pour la réorganisation globale de l'entreprise et en repartant d'une feuille blanche. On ne s'est pas dit on va faire une V4 ou une V5 de notre organisation existante. On va refaire une nouvelle V0, mais sur un modèle complètement différent. Mmh. Et donc là, on lance un projet pour passer en… Alors, à l'origine, c'était en UAP. Finalement, le projet a évolué. C'est devenu carrément des mini-usines ou des BU. Donc, on a découpé notre PME de 100 personnes en trois petites PME de 25 à 35 personnes dans lesquelles voilà, on va retrouver l'ensemble des fonctions. Ça va du commercial en fait, jusqu'à l'expédition au client. Et ce projet-là, on l'a mené de la même façon qu'on avait mené en fait, le projet sur le management visuel. On a créé une équipe projet et c'est l'équipe projet qui a travaillé sur cette nouvelle organisation. Donc, c'était une équipe de 14 personnes. Là, par contre, on avait des membres du comité de direction parce qu'on changeait l'organisation de la boîte quand même, donc ça avait du sens. Donc, on était 4 sur les 14 personnes. Le deal, c'est que dans les 14, c'est une voix pour une personne. Il n'y a pas de rôle, de fonction. Ce n'est pas parce que je suis DG que ma parole va peser plus qu'un opérateur de prod qui est avec moi. Parce que dans l'équipe projet, on avait, voilà, ça allait de la production, des fonctions commerciales, des fonctions de approvisionnement. On était très mélangés. Donc, à 14, on a redéfini l'organisation de l'entreprise. On a dessiné un squelette d'organisation
avec une forme d'organigramme, avec plein de cellules vides. On a juste défini quelle mission, quelle fonction il fallait dans chacune des 3 mini-usines. Et après, on a présenté ça à l'ensemble de nos équipes, à l'ensemble des collaborateurs, et on leur a dit, maintenant, vous mettez où vous voulez. Le poste de votre choix, la mini-usine de votre choix. Alors, en précision, la différence entre nos 3 mini-usines, c'est qu'il y en a une qui travaille 100% pour le luxe. Donc, c'est que des produits à destination des parfumeurs, pour des produits de luxe. Et les 2 autres, c'est le marché industriel qui se découpe entre le plastique et le métal, schématiquement. Donc, il y avait après des affinités par rapport aux produits, par rapport au marché. Et on laissait nos équipes se positionner autour de toutes ces options-là. La nature a été bien faite. Sur les 100 personnes, on en a 97 qui ont trouvé chaussures à leurs pieds, 3 qui souhaitaient des évolutions de fonction pour aller vers autre chose, à qui on n'a pas pu donner leur choix, tout simplement parce qu'on avait aussi défini quelques règles. Et une des règles, c'était que la personne qui était déjà en place sur un poste avait la priorité pour garder son poste. Oui. Voilà, on offrait la possibilité à chacun de changer de boulot. C'était vraiment, là, c'était carte blanche. Bon, personne ne s'est positionné sur la fonction de DG, donc j'y suis resté. Mais on avait vraiment ouvert l'organisation dans sa globalité. Et une fois que ça s'est fait, donc nous, un projet de passage en UAP, on nous avait dit il faut 12-18 mois pour le faire. On s'était dit, déjà, si en 2 ans on l'a fait, c'est très, très bien. Donc, on a enclenché le projet avec Gwendal, on a fait la communication à l'ensemble des salariés en octobre 2016 et en juillet 2017, c'était fini. En juillet 2017, les 3 mini-usines étaient en place. Alors, c'est même allé jusqu'à tout le monde a déménagé. C'est-à-dire que l'usine était découpée en 2, un espace office avec tous les bureaux, un très long couloir, et ensuite on rentrait dans l'atelier. En juillet 2017, il reste 6 personnes dans les bureaux et tous les autres sont partis dans l'atelier de production, dans des salles de réunion. Ils ont bricolé, on a déménagé des machines et on a fait des espaces de travail office au cœur de la prod. Dans une logique de mini-usine. Pour ceux qui connaissent un peu Favi, le commercial, à l'époque, le fax était au cœur de l'atelier de production et les flux étaient hyper courants. Ça, c'est le modèle qui nous est rêvé. Donc, du coup, sauf qu'on ne l'a jamais dit et les équipes l'ont fait. Donc, on voyait, c'est toujours le vendredi qui déménageait. Le vendredi, j'apprenais que notre grande salle de réunion, Laurent, il faudra trouver un autre espace pour faire nos réunions parce que nous, on s'installe tous là-dedans. Donc, ils se mettaient à 15 dans une salle de réunion, ils tiraient des câbles dans tous les sens. Ils sont passés à l'action, en fait. Et là où c'est kiffant, c'est qu'on a senti cette adhésion au projet parce que les équipes ont pris le sujet en main et après ont décidé de passer à l'action. Il n'y avait aucune autorisation de demander on voudrait se mettre là. Non, on a dit vous faites comme vous voulez. Maintenant, c'est à vous, c'est votre projet. Et donc, ça s'est fait super vite. On s'était dit on va en déployer une, on va voir ce que ça donne et puis après, on fera les 2 autres. Sauf que la première a bougé et puis les autres se sont dit ouais, mais maintenant, je suis comme un con. J'ai un pôle avec 4 bureaux, on n'est plus que 2, on se regarde en lead, on a bien envie de bouger aussi parce que les autres, finalement, ça leur plaît aussi. Et donc, tout le monde a déménagé, sauf 6 personnes, et je vous donne en 1000, c'était des fonctions support. Donc, on a la compta, la RH et l'informatique qui se retrouvaient dans un bel espace vide. En termes de calme, c'était difficile de faire mieux. Là, vous êtes dans, je ne sais pas quelle surface on a peut-être 400 mètres carrés, ils étaient tranquilles avec de la moquette. Et plus 2 autres personnes aussi qui n'avaient pas encore bougé, c'était Gwendal et moi. On avait un super bureau de ministre juste à côté de l'entrée. Comme ça, c'était plus près des places de parking pour pas qu'on perde de temps. Et donc voilà, on est parti comme ça. On a fini par contraindre un peu le système pour que les fonctions support bougent et aillent aussi au cœur de la production comme tout le monde. Et puis nous, pareil, aujourd'hui, on a un bureau, c'est un placard en plein milieu de l'atelier. Ils nous ont trouvé une petite place, mais on est au cœur du système. On est là où ça se passe. Avant qu'on aille un peu plus loin, je crois qu'il y a quelques commentaires ou questions. Je crois Benoît, Anne aussi, vous aviez des choses. Benoît, je te laisse prendre la parole. Si tu actives ton... Plaisir, vous m'entendez? Oui. Oui.
Euh, alors, c'est juste un commentaire. Le premier, c'était du sens. Je voulais juste partager. J'avais vécu aussi dans une entreprise. Ils étaient à peu près 1000 salariés quand j'y étais à un moment. Et en discutant avec un gars qui était là depuis 25 ans, je crois, il ne savait pas où ces pièces allaient dans l'usine. Ce que lui produisait, il ne savait pas à qui ça servait derrière. Et en fait, du coup, vous ne m'entendez pas super bien. Ça résonne un peu. Ah, je suis dans une grande salle, c'est pour ça. Et voilà, le sens de pouvoir se dire finalement ce que je fais, ça va avoir un impact sur Jean-Louis avec qui je mange de temps en temps. Je ne savais même pas que c'était lui qui allait récupérer ma pièce après. Je trouve que ça change beaucoup. Et sinon, c'est un commentaire. J'avais juste une question sur cette organisation, ce déménagement. Concrètement, est-ce que vous n'avez pas eu des gens qui ont eu une approche moi-je et très individuelle? Comment ça a été vraiment à l'intérêt du collectif et pas à l'intérêt de l'individu ou du microservice qui s'est dit entre nous trois, bah tiens, on va essayer de prendre la plus belle pièce parce qu'elle est mieux à cet endroit-là, et nous au moins on aura de la lumière et il ne fera pas trop chaud, nous au moins. Enfin, comment il y a eu cette approche-là? Alors, sur les équipes, sur les 100 personnes, on en a 90 qui sont dans les 3000 usines et 10 qui sont en fonction support. On n'a pas eu ce problème-là sur les équipes des mini-usines. Parce que de toute façon, les opérateurs de prod, ça ne changeait rien pour eux. Hein. Ils étaient toujours dans l'atelier. D'accord. Et dans la construction, on avait vraiment vu une logique de rapprochement des métiers. Donc, le côté « on est tous dans le même espace » était une évidence tout de suite. Ça n'a pas du tout été pour les fonctions support qui, elles, au contraire, ont vu une opportunité de rester tranquilles. Et l'image du village gaulois, on était en plein dedans. Hein. C'était non, mais nous, on est bien. Et puis, pour la RH, la confidentialité, comme ça, quand ils ont besoin de nous parler, personne ne les voit. Bon, voilà. Bon. Ça, c'est tout ce qu'on avait connu jusqu'à présent. Hein. Donc, on n'a pas eu, mis à part pour ces fonctions-là, mais parce que c'est des fonctions qui travaillaient de toute façon déjà en totale autonomie. La compta, en termes d'interaction, ce n'était pas le métier, en tout cas à l'époque, ce n'est plus le cas aujourd'hui, ce n'était pas le métier qui avait le plus d'interaction. C'était des flux de données, et puis ils sortaient le bilan, et puis voilà. Quoi. L'informatique, tout était programmé à distance, et puis tout se faisait au téléphone, et puis voilà. Donc non, on n'a pas eu trop de soucis à ce niveau-là. Et on avait aussi posé voilà, très rapidement le fait que c'est le projet collectif qui pèse. Quoi. Donc, c'était ça plus la Greenlight qui a fait que après les gens ont compris la logique. Okay. On avait quand même assez rapidement, ça c'est la mise en place du management visuel et des rituels, où on a dit on va renforcer les collectifs parce que c'est autour de… très vite dans nos discours, on portait notre parole sur le fait que mais c'est pas parce que je suis DG que j'ai des bonnes idées. Quoi. Donc, il y a plus d'idées à 10 personnes, quelles que soient les personnes. Donc, on insufflait déjà ça dans l'organisation quand même. Oui, c'est vrai qu'effectivement, ça a été possible parce qu'il y a eu l'étape d'avant que vous avez évoquée, c'est-à-dire recréer du collectif et recréer un peu un début d'engagement par la confiance. Parce que déménager tout de suite serait peut-être certainement pas… Enfin, si vous aviez fait au départ, vous n'auriez peut-être pas eu la même facilité à le mettre en œuvre. Parce qu'effectivement, vous l'avez bien dit, je pense qu'il faut le rappeler à tout le monde, vous étiez parti sur quelque chose qui allait durer 2 ans et vous avez mis moins d'1 an, quoi. Vous avez mis 7 mois à peu près pour le faire. Quoi. Donc, Et parce qu'il y a eu l'engouement. Hein. Enfin, oui, mais l'engouement, vous l'avez créé parce qu'avant, il s'est passé quelque chose. Oui, certainement, mais on s'en est rendu compte après, hein, parce qu'on l'avait pas prévu. Enfin, on s'est fait dépasser. Là, on a été dépassé par les événements. Hein. Quand vous voyez, enfin, c'est l'image que je donne, c'est la vérité. Quoi. Je suis dans le bureau, ma porte est toujours ouverte. Et c'est un couloir qui passe devant et vous entendez un bordel sans nom et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, vous voyez les gens avec des roulettes et en train de déménager leur bureau. Quoi. Et vous faites quoi là? On déménage. Ouais, d'accord. Et puis, on a pris la salle de réunion. Non, j'en ai besoin, moi, de la salle de réunion. On va en trouver une autre. OK. Bon, allez. Et donc, on ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas. C'était une super surprise parce que forcément, on se dit, à partir de là, ça y est, c'est leur bébé. Quoi. C'était plus le bébé de l'équipe de 14 où on avait travaillé pendant des mois pour tout ça. Alors, la chance d'avoir fait ce mode projet-là aussi, c'est que dans les 14, il y avait des personnes qui se retrouvaient dans les mini-usines.
Donc, elles portaient quelque chose. Mm. Elles avaient participé au choix. Sur quel marché on fait les mini-usines? Combien on en met? Quelle fonction on va mettre dedans? C'est quoi le sens de tout ça? Elle l'avait. Donc, après, c'est facile de communiquer avec ses copains, ses collègues pour dire non, mais le truc, il a du sens. Et puis, en plus, on a entendu Laurent, on peut choisir nos clients, on peut décider comment travailler avec eux. Enfin, voilà, on est allé dans cette… Donc, après, les équipes, entre guillemets, vous obéissent. Hein. Vous dites, allez-y, vous avez la main. D'accord, tu l'as dit, on va le faire. Et maintenant, on va voir si tu tiens ou pas, quoi. C'est le baptême du feu. Oui, ok. Alors, maintenant, vous avez une dynamique, ça a été vraiment un point de départ avec des résultats qu'on évoquera tout à l'heure, mais aujourd'hui, c'est une dynamique permanente chez Martin Technologies. Ouais. Et vous avez évoqué aussi qu'à partir de 2018, vous êtes allé plus loin en proposant du coaching à vos collaborateurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Ouais, donc 2017, les mini-usines, ça y est, c'est en place. Stéphane et moi, on est des éternels insatisfaits. Hein. On est toujours en train de… On regarde ce qui reste à faire et on a une fermeture estivale de 3 semaines. Et donc, pendant le mois d'août 2017, on part en vacances. C'est toujours l'occasion de se poser et puis de réfléchir un peu. Et au moment où on revient, on partage nos réflexions, on fait nos petits débriefs de nos vacances, là où on a été, etc., les coups de soleil qu'on a pris. Et puis, on partage nos réflexions collectives et on partage tous les deux une forme de frustration de se dire, avec tout ce qu'on a fait, on a encore des personnes qui regardent le train passer, qui ne nous suivent pas vraiment. Enfin, on se dit… Il y a quelque chose qui manque. On ne savait pas quoi, mais on sentait qu'il manquait quelque chose. Et puis, je ne sais pas si c'est de la chance ou si c'est que c'était le bon moment. On rencontre un dirigeant qui s'appelle Antoine Blondel, qui nous fait découvrir son organisation, qui a mis en place des équipes autonomes. Et puis, en rencontrant ce dirigeant-là et en allant un peu plus loin dans la façon dont il l'a fait, on apprend qu'il travaille avec un coach pour lui, mais un coach aussi qui intervient auprès de ses équipes. Donc, on rencontre cette coach en question et en fait, ça nous amène à toucher du doigt qu'il existe des collectifs d'accompagnement qui savent amener des transformations vraiment sur l'individu, en fait. C'est l'individu au sein d'un collectif. Et on prend conscience qu'on ne transformera pas le collectif tant qu'on n'aura pas un travail à faire sur l'individu. Et donc, c'est là qu'on rencontre les gens de chez Toscane qui nous proposent une approche qu'ils ont déployée dans des grands groupes, chez Decathlon, chez Leroy Merlin, chez Kiabi. Et donc, nous, on se fait embarquer là-dedans avec Stéphane. On est persuadé, on se dit encore, ça, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas tenté. Ça a beaucoup de sens pour nous, puisque le travail sur l'individu, sur l'humain, on ne l'a pas fait. On l'a fait intuitivement, mais avec nos petits moyens, et puis en plus, nos cerveaux d'ingénieurs, donc plutôt carrés, alors que là, il fallait amener de la rondeur et de la douceur. Et du coup, on décide de se lancer et on propose à nos collaborateurs, pour ceux qui le souhaitent, un parcours d'accompagnement qui dure 8 jours. Puis on dit, viens qui veut, pour les raisons qu'il veut. Il n'y a que 10 personnes à qui on ne demande pas l'avis, mais bon, qui nous suivaient sur le projet, c'était les managers. Là, on dit par contre, ce n'est pas envisageable que les managers ne travaillent pas là-dessus. Et puis, on fait des petites réunions avec chaque fois 10 personnes pour exprimer alors ce qu'on appelle l'appel. Avec Stéphane, on fait un appel, c'est-à-dire que nous, on vient témoigner pourquoi le projet nous tient à cœur, qui nous sommes en tant qu'hommes, les deux hommes, en tant qu'hommes, en tant que père de famille, et pourquoi on estime qu'il manque quelque chose à l'organisation, et du coup, pourquoi on leur propose cet accompagnement avec Toscane. Et puis là, une nouvelle fois, on se fait cueillir. On a 42 volontaires sur 100 personnes, au bout de 10 sessions de 10 personnes, quoi. Donc là, on nous avait même posé la question, mais et s'il y a plein de monde, qu'est-ce qu'on fait? On ouvrira d'autres sessions, on verra, on ne sait pas. Nous, on espérait être 20-25. On est 42 dès le premier passage.
Donc, en 2018, on fait 2 promos de 18 personnes. Et puis, entre-temps, on a de nouvelles demandes. Et en 2019, on en fait encore 2 autres de 14 et 16 personnes. Donc, on arrive à 66 personnes fin 2019 qui ont fait ce parcours. Alors, c'est un parcours engageant. C'est 4 fois 2 jours, espacé de 2 mois à chaque fois, où il y a une première session, c'est le travail sur soi, c'est qui je suis, mes croyances, mes valeurs fondamentales, la confiance en soi, l'estime de soi. Une deuxième session, c'est moi et l'autre. Donc, on apprend des techniques pour accompagner quelqu'un qui est en difficulté sur une problématique. La troisième session, c'est moi et les autres. Donc, c'est plutôt des outils de co-développement. Et puis, la quatrième session, c'est quel est mon style de leadership. Et donc, on revient sur soi et identifier notre style de leadership. Alors, une particularité aussi, c'est que dès d'entrée de jeu, en fait, Toscane nous a proposé des parcours d'accompagnement type dirigeant pour Stéphane et moi, et les écoles du leadership qu'ils font pour les managers, pour nos managers. Nous, on a dit non, on ne veut rien de tout ça. Nous, on veut la même chose pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà. Donc, il y aura des opérateurs de production, il y aura des commerciaux, il y aura tous les profils. Alors, ils ne l'avaient jamais fait au niveau opérationnel. Et puis, ils ont dit, OK, on fait, on verra. Même sur le vocabulaire utilisé, il y avait des questionnements, la notion de leadership. Et finalement, ça a super bien marché. Et donc, fin 2019, on est 66 personnes à avoir fait ce parcours-là. On se pose la question d'aller un peu plus loin ou pas. Le Covid arrive. Ça, on pourra en reparler si vous le souhaitez. Et donc, fin 2021, suite à des demandes de collaborateurs, on a lancé une nouvelle promo et on a eu encore 20 personnes de plus à le faire. Donc là, on est à 85, il y a eu quelques départs. On doit être à 85 personnes sur les 100 qui ont fait le parcours Toscane. Donc, avec tout ce travail sur l'écoute. Et ça continue. Et ça continue. Et puis, on a un turnover naturel puisqu'on a une pyramide des âges qui est comme avec des gens, pas mal de gens proches de la retraite. Donc, on a 3-4 départs en retraite par an. Donc, on peut imaginer que tous les 3 ans, on a au moins une promo à lancer, quoi. C'est un minima, tous les 3 ans, on en aura une. Et puis, voilà. Et puis, on se rend compte que 2018, ça commence à être un peu loin. Donc, on a même on ressent un besoin de réactiver les choses chez les personnes qui l'ont fait au tout début. Parce que si on ne pratique pas au quotidien, si on n'est pas confronté au quotidien, c'est comme tout, hein, ça se nourrit, ça s'entretient. On a été tellement mobilisés sur la gestion de la crise Covid qu'on a peut-être un peu oublié ça. Et là, on sent qu'il faut réactiver chez certains. Et par contre, c'est en ce sens-là que c'est une dynamique, en fait. C'est aussi un des exactement. enseignements. C'est que ce n'est pas parce qu'on l'a fait une fois que c'est bon. Ça veut dire que ça, comme vous l'avez dit, ça s'entretient. Donc, Ça s'entretient et ça ne s'arrête jamais. Et moi, ce que je veux, c'est que la version de nous-mêmes de demain soit meilleure que celle d'aujourd'hui. Donc, parce que la culture bouge, que le contexte bouge, on est confronté à des crises sans précédent. Ouais, le contexte change. Donc, comment on s'adapte à ce contexte qui change, quoi. Alors, je vois, Laurent, avec tout ce que vous venez d'évoquer, il y a beaucoup de questions de dire, mais tout ça, pour quels effets, quels résultats? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce que ça a eu comme Ouais, bénéfice sur différents domaines, hein, parce que vous disiez bien en déclenchement, la première chose, c'est un chiffre d'affaires qui évolue pas beaucoup, des clients qui n'étaient pas tellement fidèles, et puis tout ce que ça a généré. Donc, si on devait faire un peu un état des lieux aujourd'hui, qu'est-ce que ça a généré au sein de Alors, l'entreprise? ça a mis du temps à provoquer des effets. On a ressenti les premiers effets mesurables en 2018, donc au bout de 3 ans, hein. Donc déjà, les mini-villes ont eu un impact, hein. On a ressenti les premiers effets, notamment quand on est dirigeant, c'est le résultat. Donc après plusieurs années en déficit, on a commencé à regagner de l'argent. En 2018, on fait le même résultat le même chiffre d'affaires que 2017. Par contre, le résultat, on fait la symétrie. Donc, on perdait de l'argent et on regagne la même somme l'année 2018. 2019, on prend 2% de chiffre d'affaires en plus, on fait x2 sur le résultat. 2020, on perd 22% de chiffre d'affaires avec la crise Covid. On finit quasiment à l'équilibre. Et 2021, on a fait le même chiffre d'affaires que 2019 et on a refait x2 sur le résultat de 2019.
Donc, en fait, on s'est relevé instantanément de la crise Covid. Donc, déjà, ça nous amène tout de suite à des moyens, possibilité de revaloriser. Entre-temps, on s'était dit, qu'est-ce qu'on peut faire de cette richesse? Donc, dans les effets, c'est qu'un tiers du résultat de l'entreprise est partagé à parts égales entre tous. Donc, on prend le résultat de fin d'année, on le coupe en 3, on prend ce tiers-là, schématiquement, on le divise par 100 et on donne cette somme-là à tout le monde. Le seul critère, c'est le prorata du temps de présence, les personnes qui ont travaillé 6 mois, bien entendu. Au niveau chiffre d'affaires, donc là, on le voit, on a retrouvé une légère croissance, alors qui est aussi liée au fait qu'on a sorti des clients. Notre culture s'affermissant, on s'est rendu compte qu'il y a des clients avec qui on n'avait plus envie de travailler du tout, qui ne nous respectaient pas. Donc, on s'est dit, ceux-là, on les laisse partir, voire on les fait partir. J'ai été missionné pour aller chez notre client top 3 pour aller lui dire qu'on arrêtait de travailler ensemble. Bon, il n'avait jamais vécu ça. Un fournisseur qui lui dit, maintenant, on s'arrête, on vous donne 6 mois pour trouver un confrère, mais nous, on s'est terminé. Pourquoi? Parce que vous parlez mal à nos équipes et ça, c'est juste insupportable. Donc, ce client-là, on continue à travailler avec lui. C'est juste qu'il a changé de comportement. Et le business se développe. Dans les autres effets, notre respect des délais s'est nettement amélioré. On a réduit d'à peu près 30% nos délais clients. Alors, du coup, ça n'a pas favorisé notre respect des délais, parce que quand vous réduisez vos délais, vous mettez encore plus sous contrainte. Donc, respecter des délais quand vous êtes à la journée près. Mais bon, globalement, ça répondait aux attentes de nos clients. Donc, le niveau de satisfaction s'est nettement amélioré. Oui, ce que vous m'aviez évoqué, c'est que la relation client, elle s'est améliorée par le simple fait que vous êtes transparent avec votre client. C'est-à-dire que si vous voyez que vous allez être en retard, vous le dites et vous le prévenez, ce qui n'était pas le cas auparavant. Moi, quand j'arrive en 2013, le client est prévenu d'un retard quand il l'appelle parce qu'il n'a pas reçu les pièces la veille. Oui, c'est ça. Bon. Et puis, quelquefois, on le prenait mal. En plus, qu'il rappelle, ça fait quand même 4 fois qu'il appelle, on lui dit qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, en fait, le client est appelé dès qu'on a un retard potentiel. Alors, en moyenne, le retard, c'est 1 ou 2 jours, sur des délais de 3 semaines en moyenne. Donc, le client est prévenu dès qu'il se passe quelque chose et on lui dit ce qui se passe. Voilà, on a raté une production, on a eu un problème d'approvisionnement, voire même dans certains cas, les clients appellent pour des avancements de délai. Ils ont Nathalie au téléphone qui va rester en ligne, qui va en production et demander si la commande, on peut l'avancer ou pas. Donc, elle va traiter ça directement avec les équipes de prod et le client entend la conversation. Et dans 9 fois sur 10, c'est oui. On va trouver une solution. Et la fois sur 10 où ce n'est pas possible, le client entend que non, mais avec la charge qu'on a, il faudrait qu'on travaille de nuit ou de week-end. Voilà. Donc, par rapport à l'effet que vous souhaitiez aussi, qui était un des constats par rapport à les premières étapes franchies, c'était que la culture client, ça y est, elle commence à se diffuser dans vos mini-usines et ça pose nettement moins de difficultés qu'auparavant. Notamment sur le fait de devoir travailler de nuit, de devoir travailler le week-end. Ce sont nos équipes qui déclenchent ça, qui disent là, on ne va pas être capable de respecter le délai, donc il faut qu'on vienne travailler samedi. Ce n'est pas le manager qui va… On n'a jamais eu de difficulté. Déjà, ça fait très, très longtemps, avant même que j'arrive, quand il fallait travailler de nuit ou le week-end, on avait toujours des volontaires. Donc, on avait quand même un terreau assez favorable là-dessus. Et là, on est rentré dans une phase où c'est les équipes qui proposent, qui disent là, il faut vraiment qu'on passe sur une équipe de nuit parce que sinon, ça ne va pas passer. Oui, donc là, forcément, ça fluidifie et puis on répond plus facilement aux attentes des clients. Donc ça, c'est sur la partie externe. Et puis, il y a eu un gros impact sur l'interne. Bon, déjà, le niveau d'engagement des collaborateurs, on ouvre des projets, puisque nous, quel que soit le sujet, maintenant, c'est ouvert aux volontaires. Quand vous avez systématiquement entre 5 et 30 volontaires sur chaque projet, vous dites, c'est qu'ils sont dans l'entreprise, ils ont envie de la faire vivre. Quand on recrute, on a toujours des CV. Jusqu'à très récemment, on a juste un poste là, sur lequel on galère un peu. Donc, si d'ailleurs des gens connaissent, on cherche un acheteur et puis là-dessus, vu le contexte actuel, je pense que c'est une denrée qui lui est un peu rare. Mais sinon, en moyenne, c'est moins de 2 mois. Quel que soit le poste, on a recruté des techniciens de maintenance. On nous a dit qu'il faut au moins 1 an pour en trouver. Le premier, on a mis 15 jours. Le deuxième, on a mis 1 mois. Oui, donc c'est vraiment un effet attractivité. C'est fou. On reçoit des CV.
On reçoit des CV. Quand on ouvre un poste, on a des candidats. Alors, les candidats qui nous intéressent ne sont pas forcément non plus ceux qui intéressent les autres. Donc, c'est aussi ça. C'est que nous, on fait le pari de prendre que les gens qui ont envie. S'il manque des compétences, ce n'est pas grave. Les compétences, ça s'apprend. Et quelqu'un qui a envie, il les apprend. Donc, est-ce qu'il a les aptitudes pour acquérir les compétences? Bien sûr. Ça, on va valider. Mais c'est surtout, est-ce qu'il va adhérer à la culture de l'entreprise? C'est ça, oui. Et justement, ce que vous disiez, c'est que dans le recrutement, ce n'est pas vous qui décidez. C'est l'équipe qui, vous dit il faudrait qu'on recrute quelqu'un. Et c'est aussi l'équipe qui choisit la personne qui va les intégrer. Et qui, enfin, voilà, c'est eux qui décident entre plusieurs candidats. Moi, je n'interviens plus du tout dans les processus de recrutement. Sauf les collaborateurs que je vais manager. Bien sûr, sur les achats et la fonction de mes rattachés. Donc, je fais partie du processus. Et sur les achats, la personne qui rentre chez nous, elle va rencontrer 6 ou 7 personnes, en fait. On leur propose même des journées d'immersion. Ils viennent pendant une demi-journée, une journée. On leur dit, on vous a présenté des trucs, la boîte, elle est géniale. Venez vous rendre compte de la réalité. On vous laisse en immersion pendant une journée, libre, dans l'équipe, et vous faites votre propre idée. Et du coup, on a des personnes qui, après, l'idée, c'est qu'ils aient l'envie. À la fois que nous, on est à cœur de l'accueillir, mais qu'elle, elle est à cœur de rester chez nous aussi. Ce n'est pas juste, on a la plus belle boîte du monde, et puis, non, la réalité, c'est que non, ce n'est pas le monde des bisounours, il y a plein de difficultés, et comme dans les autres boîtes. Oui, ce que vous révélez là, en fait, c'est vraiment la nuance entre ce qu'on appelle la marque employeur pour attirer des talents et l'expérience collaborateur pour faire que les gens, finalement, s'épanouissent et restent dans l'entreprise. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises parlent de marque employeur, sauf que marque employeur, une fois que la personne est là, il faut que ça se concrétise, sinon les gens ne restent pas. Et ça peut la être réalité même soit conforme avec la contre-productif. promesse. Exactement. Parce que sinon, on l'a tous observé, tous ces gens qui sont totalement démotivés, qui sont dans les entreprises, mais quand ils sont arrivés, ils avaient le sourire. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, quoi. Et là, l'entreprise a un rôle à jouer là-dessus. Très bien. Alors, avant qu'on passe sur une étape plus de dire, vous, quels conseils vous auriez à partager et qu'est-ce qui vous guide? Je crois qu'Anne, tu avais des questions, si tu veux prendre la parole. Bonjour à tous. Oui, effectivement, je me demandais comment vous aviez fait pour emmener avec vous aussi les représentants du personnel. J'imagine que ça a dû être une étape préalable. Comment vous avez mis en place ce dialogue et puis comment vous avez réussi à les faire adhérer à tout ce projet pour faire en sorte qu'ils vous aident aussi. Pardon, je vous ai coupé. Non, allez-y, je poserai les autres questions après. Alors, pour les faire monter dans le bateau, en fait, ça s'est passé avant. C'est dès 2013. Alors, j'ai eu la chance d'avoir toujours d'être dans des entreprises où le dialogue social se passait globalement plutôt bien et où j'avais d'excellentes relations avec les syndicats ou les instances représentatives. Donc, moi, j'ai toujours une vision des délégués du personnel plutôt positive, comme des collaborateurs comme les autres. Et bon, ils ont juste un rôle. Donc, je n'avais pas d'a priori par rapport à ça. Ce qui fait que quand je suis arrivé chez Martin, le dialogue social, globalement, était déjà bon. Il y avait quelques tensions par rapport à une ou deux personnes. Et c'est, je pense que le moment où on les a embarqués, c'est en 2014-2015. On a connu une période de baisse d'activité importante. On a des marchés qui ont disparu. Qui nous ont amenés à faire du chômage partiel. Et donc, on était amenés, une semaine, on bossait 3 jours, la semaine d'après, on faisait 5, enfin bref. Toutes les semaines, le jeudi, on décidait si on chômait quelques jours la semaine suivante ou pas. Et moi, ce qui m'a profondément agacé dans ces périodes-là, c'est qu'il y avait des bruits systématiquement, on ne chômait jamais quand il fallait et on chômait quand il ne fallait pas, quoi. Donc, il y avait quelque chose qui dissonnait complètement entre les décisions qu'on prenait et ce qui était perçu sur le terrain. Et donc, à un moment, on s'est dit, plutôt que de se faire critiquer par derrière systématiquement, on va proposer à nos délégués du personnel et à notre CE de venir avec nous dans les réunions où on va décider si on chôme et si on ne chôme pas. Et on a commencé à les impliquer dans… Donc là, ces réunions-là se tenaient avec l'ensemble du CODIR, plus notre président et moi. Et donc, on a fait rentrer les membres du CE avec nous dans ces réunions-là. Donc, il y avait lieu toutes les semaines. Puis là, ils se sont rendus compte que c'était un vrai bordel, en fait. Que décider
quand vous êtes capable de rentrer une commande dès le lendemain qui vous sauve les 4 prochaines semaines, en fait, des fois, c'est un peu la boule de cristal et on essaie de faire au mieux, quoi. Il n'y a jamais de bonne décision. On essaie de prendre la décision la moins mauvaise au vu du peu d'éléments qu'on peut avoir et que finalement, on navigue dans l'incertain et que tout ce qu'on souhaite, c'est qu'entre-temps, on ait rentré des commandes qui fassent qu'on n'ait même pas besoin de chômer. Donc, ils ont pris conscience de la difficulté de l'exercice et du coup, ils sont mis à porter le même discours que nous. Et petit à petit, alors il y a un point aussi, du coup, on a été transparent là-dessus. Donc, on a été transparent sur la situation de l'entreprise. Aujourd'hui, chez nous, toutes les informations sont accessibles à tout le monde. Il n'y en a plus qu'une qui reste confidentielle. Ça, c'est parce qu'on est des Français. C'est les niveaux de salaire. C'est la seule information qui reste encore confidentielle. Et on a, dans notre dernier baromètre social, notamment 40% des collaborateurs qui ne souhaitent pas connaître les salaires des autres. Il y a 60 qui veulent, mais on en a quand même 40 qui n'ont pas envie. Mais sinon, les résultats de la boîte sont diffusés tous les mois. On fait un point sur la trésorerie de l'entreprise. Depuis la crise Covid, on s'est rendu compte que c'était important. Tous les 6 mois, on dit où on en est en termes de trésor, ce qu'on fait avec, etc., où elle est placée. Donc, on a joué aussi beaucoup sur la transparence, qui fait qu'aujourd'hui, nos instances représentatives n'ont pas de matière sur laquelle venir nous chercher, puisqu'on est en transparence avec toutes les équipes. Et moi, je prône même qu'il n'y a pas de raison qu'ils sachent les informations avant les autres, quoi. Donc, ils le savent la plupart du temps en même temps. Et au moment de la réorganisation, ils ont ramé dans le même sens. Ouais, d'accord. Ils ont été moteurs avec vous. Ouais, ils étaient impliqués, hein, parce qu'ils étaient impactés par la transformation. C'est que finalement, eux aussi changeaient de lieu de travail, leurs conditions de travail changeaient, et je pense qu'ils ont perçu que ça répondait aux attentes de beaucoup, en fait. Voilà, notamment des équipes de production qui vivaient assez mal cette scission là, entre les équipes. Et ils se sont rendus compte que le dialogue s'améliorait entre eux. Donc finalement, ils se sont dit, mais oui, mais le projet, il a du sens, en fait. Hein, tout est là-dessus. Hein. Si on change d'organisation juste parce que nous, on se dit, ouais, ce serait bien de changer quand même de temps en temps. Hein. C'est un peu comme je change ma garde-robe parce que j'en ai un peu marre. Non, il y avait un sens, c'est que par rapport au projet d'entreprise, à sa pérennité future et au fait que la boîte, elle a 90 ans. Et moi, et avec Gwendal, on ne veut pas être les dirigeants qui ont fait couler le bateau, quoi. On se projette parce que dans 40 ans, dans 50 ans, on veut que l'entreprise existe toujours pour d'autres générations. Donc, si le projet a du sens, à un moment, nous, on fait le pari qu'on a des adultes en face de nous et qui finissent par comprendre. Une autre question, Anne, avant qu'on passe sur la conclusion? Oui, effectivement. Vous évoquiez tout à l'heure des baromètres sociaux. Je voulais juste savoir comment vous les réalisiez, si vous aviez des illustrations. Et une dernière question aussi, j'en fais deux en une. C'est comment vous avez financé en fait tous ces projets, parce que ça a pris beaucoup de temps. C'est du temps qui n'était pas passé à produire, etc. Et puis également, il y a eu toutes ces sections de coaching. Enfin, tout ça, c'est un coût quand même qui me semble a priori assez important. Vous évoquiez des niveaux de résultats qui n'étaient pas forcément très porteurs au départ. Comment vous avez fait justement pour pouvoir vous autoriser à vous dire je vais réinvestir dans ce projet-là et prendre le pari, en fait, prendre le risque en tout cas d'investir là-dessus? Le mot qui me vient, c'est la confiance. C'est la confiance de notre président et des actionnaires vis-à-vis de nous. Parce qu'au moment où on va là-dedans, on perd de l'argent, on a une trésorerie confortable. Donc, ça donne quand même une boîte qui a 90 ans. Voilà, on avait une trésorerie qui nous permettait de toute façon de passer des tempêtes, même si 2008-2009, elle avait été sacrément chahutée. Mais ouais, c'est clairement la confiance de notre dirigeant qui nous a laissé faire, quoi. Enfin, et après, une profonde conviction, limite une foi, que si ça ne fonctionnait pas, qu'on n'y arriverait pas. Et c'est un consultant qui un jour m'a posé une très bonne question, parce que c'était comment on met en avant que le management visuel améliore les choses, etc. Il m'a dit, il y a une autre façon de se poser la question, c'est où est-ce que vous en seriez si vous ne l'aviez pas fait? Plutôt que qu'est-ce que vous avez gagné en le faisant, c'est qu'est-ce que vous auriez perdu en ne le faisant pas? Et là, par contre, je savais répondre à cette question-là. Et là, je me suis dit, j'ai 15 personnes qui seraient parties.
J'aurais perdu des personnes de valeur parce que le CODIR sclérosait l'organisation, il n'y avait plus de dialogue, les tensions augmentaient et que finalement, j'allais perdre des personnes indispensables pour l'entreprise et pourtant pas forcément toutes visibles. Donc, ça a été quelque chose qui nous a aidés. Et après, pour financer, on a tapé dans nos… Il y a ces accompagnements, ces coachings, il y a 0 financement. On a cherché, hein, il y a 0 financement. Ils ne sont pas Calliope, ils ne sont rien. On s'est dit, on y va. On y va, on y croit. Et puis si ça ne va pas, on arrêtera. Et le temps, alors le management visuel nous avait déjà appris que ça valait le coup de libérer un peu de temps pour en gagner beaucoup après. Donc ça, on avait déjà appris ça. Nous, on a franchi les étapes par petits pas. Hein. Il n'y a pas de projet ambitieux. Voilà, c'est à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la prochaine étape? On y va, on n'engage pas trop de moyens parce qu'on n'en a pas. On y va un peu timidement, puis finalement, ça prend, on va un peu plus loin. On a fait beaucoup de choses nous-mêmes. Et puis, ouais, pour Toscane, je vais être honnête avec vous, ça nous a coûté un bras, mais ça nous rapporte tellement que même si ça avait été le double, je le fais quand même, quoi. Alors, on ne le savait pas avant. Oui, vous avez découvert la valeur, vous découvrez la valeur une fois que vous l'avez vécu, quoi, en fait. Oui, déjà la valeur sur nous-mêmes. Hein. Moi, je suis directeur général, j'ai des journées normales. Le week-end, je dors super bien. Quand je croise mes collaborateurs le week-end, je suis content de discuter avec eux. On se présente nos familles respectives. Enfin, j'ai une vie bien plus agréable. Et finalement, le stress que j'endurais tout seul en me disant « mais je suis responsable du truc ». Mais non, en fait, j'étais responsable de que dalle, puisque de toute façon, je n'avais pas la main. Je me sentais responsable du business qui ne rentrait pas. Mais oui, mais en même temps, si on ne fournit pas les bonnes pièces au bon moment… j'y peux rien, quoi. Donc voilà. Mais nous, on a fait avec nos petits moyens, et puis petit à petit, les résultats viennent. Et puis au bout d'un moment, voilà, 2021, c'est le deuxième meilleur résultat qu'on ait fait depuis 2004. Donc on arrive à un niveau de performance qu'on n'a jamais eu, sauf qu'en plus, on en file un tiers à nos équipes, quoi. Alors ça leur suffit pas, hein, forcément. Ils voudraient plein de choses en plus, mais bon, voilà. Parce que ça aussi, vous l'avez évoqué, c'est que les collaborateurs qui décident, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, qui décident de l'affectation du résultat. C'est une équipe de collaborateurs qui a décidé de ce qu'on faisait du résultat et on leur a laissé carte blanche. Donc la première copie, c'était la moitié du résultat qu'on partageait. Et c'est ce qu'on a fait pendant 2 ans. Et puis après, eux ont décidé de réévaluer ça parce que c'était un peu risqué comme pour la boîte. Ils se sont dit, un tiers, c'est déjà pas mal. Donc, ça veut dire que l'effet que ça a eu aussi, ça a été d'éduquer finalement tous vos collaborateurs à la gestion d'entreprise, à l'économie au sens large, petit à petit. Tout à fait. Et ce n'est pas fini. Là, dans 2 semaines, on refait une intervention parce que on prend une facture d'électricité qui fait x3. Donc, on va prendre 350 000 € de facture d'électricité en plus. Donc, autant vous dire que le résultat, il va prendre une claque. Oui. Donc, il va falloir, mais on va éduquer nos équipes sur le fait que voilà où on en est. Et puis… Céline, tu as une question rapidement pour qu'après on finisse. Est-ce que la période Covid, avec du télétravail, peut-être des arrêts de production, comment ça s'appelle, des éloignements physiques des uns des autres, à transformer aussi un peu la culture en positif ou en négatif, parce que là, pour l'instant, le tableau est plutôt, je ne vais pas dire idyllique, mais très engageant et on vous croit sur parole. Mais est-ce que vous voyez aujourd'hui on l'entend, hein, que dans certaines industries, enfin certaines entreprises, le Covid a été un marqueur d'arrêt sur l'engagement du collectif, sur l'implication, sur un repli sur soi, sur un peu d'individualisation des collaborateurs. Est-ce que vous l'avez vécu? Pas du tout. Est-ce que vous l'avez amorti? Alors, nous, on l'a vécu, mais sur le deuxième confinement, pas sur le premier. Sur le premier, ça a été plutôt un révélateur de collectif. Donc, il y a eu un effet de cohésion, parce que nous, on a décidé c'était le 16 mars. Donc, Emmanuel Macron parlait le 16 mars soir, et nous, à 13 h, on a dit on renvoie tout le monde à la maison, parce que ce virus, on ne sait pas trop ce qui vient. Bon. Et là, le collectif s'est vraiment soudé.
On a mis en place un groupe WhatsApp en 2 heures. On avait les numéros de téléphone portable de tout le monde et on avait un WhatsApp avec tous les collaborateurs. Et du coup, après, de temps en temps, on avait les photos de saucisses, de merguez. Il s'est mis une forme de réseau social interne mais c'était génial hein, parce qu'on avait une équipe qui restait travailler, qui était soutenue par… Donc là, on a eu vraiment, ça s'est soudé fortement à ce moment-là. Et ça s'est distendu après, plutôt au mois de novembre. Là, on a senti un phénomène de lassitude, d'érosion, de quand est-ce que ça s'arrête. Donc là, une baisse un peu générale de morale de par la durée de la crise. Mais du coup, c'est des éléments qu'on ressent, nous. On est attentif à ça. Donc, on mène des actions après par rapport à ça. On a fait des retours d'expérience. On s'est réunis par groupe de 10 encore. On aime bien cette taille-là pour comment on vit la période, sur l'aspect pro, sur l'aspect perso. Et on en a sorti des projets, du coup, des projets d'entreprise. On va travailler sur la vision de l'entreprise et sur les valeurs de l'entreprise en collectif. Des projets sur la communication interne, des projets sur le télétravail, des projets sur l'organisation des horaires, parce qu'on a tout changé. Hein. On a vraiment, pour nous, ça a été une grande phase de transformation encore pour franchir de nouvelles étapes, d'expérimenter encore plus loin la confiance. Vous avez une équipe de production qui vient, vous avez 25 personnes, il n'y a plus aucun manager, parce que les managers ne sont pas indispensables, donc on les laisse en télétravail, quoi. Et les équipes de prod s'organisent. Donc, on a expérimenté plein de choses. Donc, il y a des personnes que ça a littéralement révélé, dans le bon sens du terme, d'autres que ça a perdu en chemin, et on a eu pas mal de départs. On doit avoir eu 3-4 départs, je crois, qui sont liés à cette perte-là. Parce qu'on a poussé à l'extrême l'autonomie, la confiance et la responsabilisation, et il y en a qui étaient un peu en limite déjà, et qui là, on s'y retrouve. Effectivement, c'est un des enseignements aussi de cette transformation-là, c'est qu'on n'arrive pas à embarquer tout le monde. C'est quand même un constat, et puis il faut accepter ça, de dire aujourd'hui, il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans cette façon de fonctionner, et à la rigueur, il ne faut pas les convaincre. Hein. Et là, vous en avez quand même convaincu une grande majorité, et aujourd'hui, ils se révèlent là-dedans. Mais il y a toujours des personnes qui fonctionnent autrement. Il faut accepter qu'à un moment donné, la meilleure façon que ça se passe, c'est qu'on se sépare, quoi, en fait. C'est ça, et puis on accepte de vivre. Enfin, en fait, tout le monde est important pour nous, même ceux qui ne croient pas à notre projet, parce que finalement, ils ont un regard décalé. Ils nous font voir aussi, des fois, on peut être… On a des œillères, quoi, hein. On se dit, ouais, ça roule, ça fonctionne, et puis il y a des zones qu'on ne regarde plus, alors que non, on a des points chez nous où ça ne fonctionne pas, et où on a encore à progresser. Et je remercie ces personnes-là pour mettre ça en évidence et dire, ok, super, c'est de la matière, donc on a nettement progressé, mais on est encore tellement perfectible que ça veut dire qu'on peut aller encore plus loin. Le projet est intéressant pour ça, on n'est pas optimisé aux petits oignons. Donc on a encore une marge de progression qui est très importante. Et c'est après, c'est un projet de tous les jours, quoi. C'est tous les jours. Moi, je fais beaucoup de parallèles avec. C'est comme un couple, quoi. Hein. Enfin, c'est pas parce qu'on est marié avec quelqu'un que tout va bien et que ça y est, c'est acquis. Non, c'est tous les jours. Et tous les jours, on entretient la confiance, on entretient l'écoute. Il y a des tensions. Comment on allège ces tensions-là? Il y a des succès. Comment on fait les succès? Comment on fait les bilans quand on n'a pas été bon, on a rentré une machine, on s'est trompé, elle ne fonctionne pas. Et on continue vraiment sur ces notions de transparence et d'authenticité et d'accepter que des fois, on n'est pas bon. Et ce n'est pas grave, c'est une entreprise, quoi. Et justement, là, vous êtes un peu en train de faire la transition, parce que là, l'heure tourne, mais moi, j'aimerais bien vous poser la question de finalement, quels conseils vous pouvez donner à des alter-ego, des dirigeants, des décideurs d'entreprise sur ce que vous avez vécu pour que ils essaient aussi, s'ils ont envie d'aller dans cette démarche-là, qu'ils prennent en fait les enseignements de votre expérience à vous. Vous leur diriez quoi? Moi, ma plus grande découverte, c'est la puissance de la confiance. Mon déclic, alors effectivement, est lié à mon expérience professionnelle avant Martin, où j'ai vécu la non-confiance, donc je sais ce que ça fait. Donc, du coup, je le souhaite à personne. Donc, je fais en sorte de témoigner ma confiance. Donc, c'est vraiment cette conviction que l'homme est bon, que les gens qui sont dans nos entreprises n'ont pas qu'une envie, c'est de glandouiller et puis de passer le temps et d'attendre que le salaire tombe, quoi. Non, moi, je n'y crois pas une seconde. D'ailleurs, quand on les recrute, ils sont toujours ils sont joviaux, ils ont envie. Donc, ça veut dire qu'entre les deux, il se passe quelque chose.
Donc, c'est vraiment faire le pari de cette confiance-là. Mais pour moi, de ne le faire qu'une fois qu'on a fait un travail sur soi. Je conseille aussi aux dirigeants qui viennent chez nous régulièrement pour voir comment on fonctionne. Un dirigeant qui n'est pas sûr, je lui dis n'y va pas. N'y va pas parce que le parcours est semé d'embûches, qu'il y aura des loupés, forcément, il y en a toujours, et qu'il faut avoir la conviction qu'il ne faut pas changer, quoi. Mais par contre, quand je leur raconte mes agendas et qu'on partage sur leur organisation, je leur dis, mais moi, j'ai une vie de famille à côté, je suis serein, quoi. Le soir, ça m'arrive régulièrement, à 18h, je suis parti, je vais voir mon fils au foot, enfin, j'enchaîne plus les réunions comme je le faisais avant. Enfin, il y a un équilibre qui se met en place, donc il y a quelque chose à aller chercher. Et en plus, des sourires au quotidien, quoi, des gens qu'on croise, qui disent bonjour à tout le monde se dit bonjour. Donc moi, voilà, c'est le pari de la confiance, c'est de se dire que dans toutes les organisations, on a des personnes qui ont envie. C'est juste qu'elles sont sous les cloches, cachées, masquées par des personnes qui n'ont pas envie, qui veulent garder le pouvoir. Et que si on arrive à révéler, à donner le pouvoir à ces personnes-là, c'est une autre forme de pouvoir qu'on y gagne aussi, hein. Moi, j'ai perdu un pouvoir d'autorité, de décision, même si je voulais l'actionner, je suis DG, donc ils ne pourront pas trop dire non. Mais par contre, j'ai gagné un énorme pouvoir d'influence, en fait. Aujourd'hui, je sais que quand on lance un projet, de par les volontaires qui sont dessus, on est suivi. Ouais, ça donne de la confiance aussi, quoi. Il y a un élément que vous avez un peu dit tout à l'heure, mais que vous m'aviez dit quand on avait échangé sur cette question-là, que j'ai noté et qui me semble important, c'est arrêter de parler et écouter. Et de dire aujourd'hui, ça, c'est vrai que c'est compliqué, hein, quand on a un poste de responsable, comme vous le disiez, on a toujours tendance à prendre la parole et faire cet effort sur soi de dire non, mais je vais écouter, mais non seulement je vais écouter, mais je vais prendre les bonnes idées et je vais créer les conditions pour que ces idées deviennent des réalités. C'est un conseil aussi que vous m'aviez évoqué. Je trouve qu'il est Oui, important tout à aussi. fait. Et du coup, ça me fait réagir sur Evelyne qui a mis une petite remarque sur les dispositions humaines innées. En fait, tout ça, ça s'apprend. Je n'étais pas capable de percevoir les ressentis et les sentiments des autres. C'est quelque chose que, voilà, pour moi, c'était en dehors du radar. J'étais persuadé de ne même pas être équipé de ces antennes-là. Et en réalité, si, ça s'ouvre, il y a un moment, il y a des déclics qui se passent et on prend conscience de ce qui se passe en nous et du coup, d'un seul coup, on devient réceptif à ce qui se passe dans l'autre. Et donc, effectivement, la puissance de l'écoute, mais ça, c'est Toscane qui nous l'a appris. Fermer sa bouche pendant 25 minutes, écouter le collaborateur, laisser un blanc de 3 minutes sans essayer de meubler. Et d'un seul coup, le fait d'avoir laissé ce blanc, le collaborateur, il va encore plus loin dans son auto-analyse. Et là, vous commencez à sortir des vraies pépites. C'est une souffrance quand vous avez été habitué pendant des années à avoir une réponse à toutes les questions. Un dirigeant, par principe, il sait tout sur tout. On s'est structuré comme ça, hein. On est les meilleurs, on est les plus forts, on a l'ego le plus fort. Et c'est pour ça qu'on veut être chef. Et une fois qu'on prend conscience que déjà, ça, c'est des conneries et que toute la puissance vient dans notre capacité d'écoute, parce que notre écoute, en tant que dirigeant, l'attention de nos collaborateurs est différente, hein. Notre parole, on a beau se dire on est tous pareils, sauf que ils vont être quand même un peu plus attentifs. Donc, si on témoigne de cette écoute-là, du coup, c'est très puissant et ça invite les collaborateurs à aller plus loin, à s'autoriser des choses. Exactement, exactement. Très bien. Eh bien, écoutez, le temps file, donc on va être obligé de conclure. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Et puis, je voudrais partager avec vous en fait la synthèse de ce qu'on a appris de nos échanges avec Laurent et puis vous dire aussi quelques actualités sur Voix de Pionnier. Est-ce qu'on a une question? Oui, Florence. Je crois que tu avais une question. Oui, c'était juste, mais bon, là, c'est peut-être, oui, c'était juste pour faire le lien avec notamment la démarche Servéo. Donc, est-ce que, enfin, voilà, comment ça s'articule avec le reste, est-ce que ça, voilà, est-ce que déjà, comment ça s'articule avec le reste? Est-ce que ça a été aussi un élément diffusé? Parce que là, on parlait d'écoute vers les collaborateurs, il y a aussi l'écoute justement vers les clients. Est-ce que ça, c'est rentré aujourd'hui dans le processus ou pas? Ça commence.
Effectivement, avec Stéphane, on a fait le parcours Servéo par rapport à notre activité Organise là, sur le management visuel. Donc, ça a été pour nous l'occasion d'expérimenter ça auprès des clients. Donc, on a vu que c'était très puissant et que ça fonctionnait super bien aussi avec les clients. Et puis, le Covid nous a temporisé sur le sujet parce qu'on s'est recentré beaucoup sur nous. Et là, on rentre dans une phase où on remet en place, je ne sais pas quel nom on va lui donner, mais une forme d'enquête, mais aller chercher l'expérience client en fait. Et clairement, tout ce qu'on a appris dans Servéo, la façon de faire ces interviews, d'aller chercher les besoins, nous nourrit dans nos réflexions pour aller vers ce… On veut comprendre ce que nos clients attendent et voire même ce qu'ils n'ont jamais exprimé et qui pourrait peut-être nous aider demain à trouver de nouveaux marchés, des opportunités. Donc c'est plutôt là, sur cette année, l'année prochaine, que ça va s'illustrer. Mais par contre, nous, nos commerciaux, on les a bassinés avec ça, quoi. Le nombre de fois, on leur dit non, mais taisez-vous, écoutez-les, posez des questions, collectez tout ce qu'on peut collecter. On ne sait pas ce que ça peut nous ouvrir demain. Donc, on a quand même eu un impact, ça a eu un impact sur notre équipe commerciale. Non, mais c'est clair qu'aujourd'hui, par rapport au sujet de l'économie de la fonctionnalité, tout ce que vous venez de partager, vous êtes déjà dedans. Ça prouve bien qu'il y a des entreprises qui ont déjà ces réflexes-là, ces modes de pensée sans connaître le sujet, mais que le questionnement qui est le vôtre et sur lequel, effectivement, le référentiel l'économie de la fonctionnalité peut vous aider à avancer, c'est la proposition de valeur client. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre, de plus, autrement ? Mais voilà, vous avez, comme beaucoup d'entreprises, fait le choix d'avancer par un angle d'attaque qui a été vos ressources immatérielles par l'axe confiance. Et puis après, il y a les suites. Donc, ça veut dire que là, il y a encore énormément de choses positives qui peuvent arriver. Si vous le voulez bien, je vais partager un peu ce que j'avais noté, moi, des entretiens avec quelques compléments peut-être. Alors, je partage mon écran. Hop. Juste pour une synthèse, il veut bien. Oui, c'est bon, mais ça ne veut pas changer. C'est bon ? Non, non, moi, je ne voyais pas. Donc, oui, ce qu'on retient, pour moi, il y a trois éléments dans ce que vient de nous raconter Laurent dans son expérience. C'est vraiment, encore une fois, le rôle central du dirigeant. Hein. Je pense que Laurent l'a bien insisté. C'est d'abord se changer soi, avoir cette volonté et puis se changer dans ses pratiques. On vient de parler de l'écoute. Il y a une chose dont on n'a pas trop parlé, c'est la patience. Hein. Vous aviez évoqué à un moment donné que vous vouliez avec Stéphane, je crois, votre bras droit, un peu faire travailler l'entreprise, le collectif sur les valeurs, la vision. Ouais. Et puis, vous avez attendu que ça remonte au travers du barème social pour dire, ça y est, ils sont prêts, ils sont demandeurs. Mais vous avez, je me rappelle, dans la préparation, vous m'avez dit, ça a mis 4 ans. Vous, ça fait 4 ans que vous vouliez faire ça avec vos collaborateurs. Ça fait 4 ans qu'on est chaud pour le faire. Ouais. Voilà. Et donc, ça y est, eux sont demandeurs là-dessus. Autre aspect, c'est vraiment l'effet levier des ressources immatérielles. Hein. Vous avez fait le choix de tout concentrer sur la confiance comme un socle de départ, mais on voit tout de suite, encore une fois, le caractère indissociable de ce que ça peut créer sur la pertinence, puisque ça a permis d'avoir vraiment une organisation beaucoup plus efficiente en tant que résultat, et puis en tant que bénéfice, des compétences et un engagement qui se développent, qui se sont développés et qui continuent à se développer. Donc vraiment cette révélation de l'interdépendance et du côté indissociable de ces quatre ressources immatérielles, ça montre aussi quand même que ça s'accompagne. Voilà, c'est pas juste on le pratique, mais à un moment donné, ça s'accompagne, et vous l'avez dit, ça s'accompagne et ça s'entretient. Ce que je n'ai pas précisé là, c'est-à-dire que ceux qui ont été coachés il y a quelque temps, vous ressentez le besoin finalement de remettre une petite piqûre de rappel, parce que voilà, on est dans du vivant, on est dans des dynamiques avec un environnement qui change et que ça s'entretient. On en a très peu parlé, mais je vous encourage, pour ceux qui sont intéressés, à aller voir l'offre Organise qui est née en fait de tout ce travail, où en fait, voilà, tout ce que vous avez produit est une vraie source de valeur pour l'entreprise et pour finalement des gens qui ne sont pas vos clients habituels. Et vous avez proposé tout un processus de découverte de tout ce que vous avez fait au travers de cette offre Organise, où vous recevez des entreprises, ils rencontrent les équipes, vous avez des sessions de débrief, etc. Donc, pour ceux que ça intéresse, sachez que ça existe, on ne l'a pas mentionné, mais je vous encourage à aller voir aussi cette proposition-là qui est en fait le résultat de tout ce que vous avez produit. Et puis, en fait, ce qu'on peut retenir, c'est vraiment des résultats
que vous avez évoquées, hein, l'attractivité, des résultats financiers, des collaborateurs qui sont bien dans leur basket, qui ont envie d'aller plus loin, avec toujours une question, hein, qu'on vient juste d'évoquer, c'est quelle nouvelle proposition de valeur pour les clients. Est-ce que vous voyez d'autres choses à rajouter, vous, Laurent, que j'aurais oublié ou qui vous semblait important? Non, non, ça. Alors moi, il y a quand même alors je l'ai précisé quand même, hein, moi je l'ai noté tout à l'heure en disant c'est pas parce que la tête veut y aller que le cœur et les tripes iront. Donc ça, c'est hyper important aussi, hein. Il y a la tête et puis il y a ce qu'il y a derrière, donc il faut ça s'entretient et ça se travaille. Ouais, Bon, en tout cas, merci pour ça. Donc, juste pour échanger avec vous sur la suite de Voix de Pionnier. Donc, la prochaine session en visio sera à la rentrée. On vous propose un changement de date. On devait faire une plénière le 30 juin. Ce qu'on vous propose, c'est plutôt de faire un apéro. Parce qu'en fait, on se voit beaucoup en visio, mais pas trop en physique. Donc, un petit apéro et networking pour se connaître physiquement. Donc, on vous invitera, on vous enverra une invitation là-dessus, mais on prévoit de faire ça le 7 juillet avant les congés d'été et on reprendra Voix de Pionnier à partir de septembre à la rentrée. Petit changement aussi sur la date d'octobre, pour une raison que vous allez comprendre juste à côté, qui est l'Université d'économie de la fonctionnalité où nous irons, mais on vous invite aussi à venir si ça vous intéresse. Donc, ce sera le 14 octobre et non pas le 7 octobre tel que prévu initialement. Et puis, un Save the Date, effectivement, où l'idée, c'est pour ceux que ça intéresse, de pouvoir participer à l'Université d'économie de la fonctionnalité qui aura lieu cette année à Saint-Étienne, les 6 et 7 octobre. Certains d'entre vous y ont participé l'année dernière, ça les a convaincus encore plus et embarqués, hein, notamment Thierry qui était là tout à l'heure de Culture Miel, mais aussi Hélène de Publirelief qui aujourd'hui, ils sont tous les deux dans le parcours dirigeant. C'est vrai qu'ils auront tous les deux témoigné du fait que d'avoir été en plus à l'université de l'économie de la fonctionnalité, ça les a embarqués, en plus ça les a convaincus encore plus. On vous rappelle qu'on va lancer cette deuxième promo de formation dirigeant d'ici fin d'année, à peu près au mois de novembre. Donc, si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des décideurs que ça peut intéresser, n'hésitez pas à leur donner notre contact. Et puis, une dernière petite chose aussi, on a eu quelques retours réguliers sur le créneau horaire de Voix de Pionnier qui, pour certains, le vendredi matin, sont des réunions d'équipe et donc aimeraient bien pouvoir rejoindre. Donc, on va faire un petit questionnaire pour proposer peut-être un créneau horaire qui soit un petit peu plus facile pour un collectif un peu plus grand. Parce que, voilà, effectivement, c'est régulièrement qu'on me dit « Ah, mais c'est dommage ». Alors, même s'il y a le replay, c'est pas simple de réécouter 1h15. Les gens ont envie d'interagir aussi en live. Donc, on va essayer de faire ce petit sondage pour voir s'il y a moyen de faire évoluer sur un créneau un petit peu plus acceptable par un groupe plus important.